Bonjour, merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux avec nous pour cette dernière après-midi, dernière demi-journée ensemble. On va démarrer l'après-midi par un chant griot et un témoignage de Kinanda Kibasa. Et on va ensuite rebondir sur tout le travail qui est fait avec l'hôpital Panzi, la chaire Mukogwe. Voilà, donc je vous remercie de vous asseoir. Merci. Merci. Alors, je vais vous faire une traduction. C'est Kinanda qui m'a donné la traduction du chant que vous allez entendre. L'univers pleure ses enfants. Il crie de toutes ses forces et de toutes les façons pour arrêter les massacres de ses enfants. Mais rien à faire. Il se dit partout où j'essaie de les poser, on me les détruit, on me les dévore. Dans les cieux, par les termites et autres, dans les profondeurs, par le feu et autres. Pépélé, pépélé. Pépélé, wadila, banoba, nankatula, pépélé, pépélé. Pépélé, wadila, banoba, nankatula, mulu murinzasi. Pansi payubu swapo na tula baria. Mulu murinzasi yawe. Payubu swapo na tula baria. Ba mama pépélé. Pépélé walila banobana nkatulapi. Pépélé pépélé. Pépélé wadila banobana nkatulapi. Mulu murinzasi awe. Payubu swapo na tula baria. Mulu murinzasi. Mulu murinzasi. Mulu murinzasi pona tula baria. Mulu murinzasi yawe. Payubu swano pona tula baria. Arrêtons le massacre. Voilà, c'est vraiment notre leitmotiv. On arrête le massacre. On n'abandonne plus tous ces enfants. On les accompagne, on les entoure, on les prend en charge, on les soigne par vraiment des prises en charge, que ce soit en médico-psychologique, que ce soit aussi des prises en charge en justice. Donc avec vraiment toute une prise en charge sociale, avec toute la dimension holistique donc on va vous présenter avec l'hôpital Panzi. Et Kinanda Kibasa va témoigner de ce que peut être le parcours, l'histoire d'une personne elle va vous raconter comment elle est arrivée à Paris, en France, et tout le travail aussi thérapeutique complètement, comme on pourrait dire, quasiment extraordinaire. Kinanda, elle le qualifie de miracle, voilà, qu'on a fait, qui a permis de découvrir, d'extraire sous les décombres une vérité qui permet d'être debout maintenant et qui permet d'être reconnue, d'être entière, de se retrouver. Enfin, je crois que c'était bon. Voilà, je te passe la parole, Kinanda, je suis là. Merci Muriel. Merci à vous de me suivre. Et voilà. Donc, je suis arrivée en 90 en Belgique, en fait. Je suis passée du Congo par la Belgique. Et comme la Belgique, c'est notre colonie, je suis de la République démocratique du Congo. Et la Belgique, c'est notre colonie. Je connaissais l'histoire de notre colonie. Donc, du coup, j'ai refusé de rester en Belgique et je suis venue en France, dans un pays de droit, dans un pays libre,
c'est que je me disais. Et j'étais bien quand je suis arrivée en France. Qu'est-ce que je veux vous dire? Étant réfugiée politique, on m'a juste, j'ai pas traîné, j'ai pas eu de problème pour avoir des papiers. Donc j'ai eu le papier, j'avais 2 enfants à charge. Et voilà, je commençais. Pour moi, j'étais dans la résilience avec tout ce qui s'est passé derrière moi. Je n'avais que mes enfants avec moi-même et mes chants et mes contes que j'avais amenés avec moi. Je n'avais rien d'autre que ça. Et je suis arrivée dans un pays de droit. Je me suis dit, je lisais toujours quand je passais devant la mairie, liberté, égalité, fraternité. Et c'était ma devise, plus ma culture. Et voilà que j'ai été par hasard, je suis tombée par hasard dans la politique chez moi en fait. Par hasard, je ne voulais pas. En 80, c'était pendant que Mobutu était président de la République. Il était, comment on dit, dans la dictature, il était dictateur. En 80, un groupe de parlementaires ont formé une opposition, un groupe d'opposition, et je n'avais que 25 ans à ce moment-là. 25 ans, entre guillemets, je vais vous dire. Il y a Muriel qui connaît l'histoire. Donc, je me suis retrouvée en prison, à Makala, dans la prison centrale, du jour au lendemain, parce que je ne savais pas pourquoi j'étais arrêtée. Mon frère, mon demi-frère, qui m'avait pris sous son aile, qui a le même nom que moi, Kibassa, m'avait pris sous son aile et dans cette famille-là, dans cet environnement-là, je ne pouvais pas m'attendre un jour à être arrêtée, par exemple. L'entourage de Mobutu, j'étais dans son entourage, l'entourage de Kibassa, l'entourage de Tshisekedi, l'entourage de tout ce monde-là, j'ai baigné dedans. Pas comme un poisson, mais comme un esclave. Je vais vous expliquer un petit peu. Et je ne pensais pas me retrouver un jour en prison. J'avais 25 ans et je me retrouve, on m'amène en prison. Et voilà, je suis là. Et le lendemain, j'ai fait un jour ou 2 jours, je ne sais pas, le lendemain, le soir, la nuit, on vient me chercher. On vient me chercher pour aller m'entendre parce que je devais être entendue. Moi qui avais un frère qui était à 25 ans, depuis ses 25 ans, était ministre, il était dans l'entourage de Mobutu. Donc on m'arrête, j'étais tout simplement pas moi. Et j'ai appris ce mot-là, c'est la division, la dissociation. J'étais dans la dissociation et je n'étais pas moi. En fait, je n'étais pas moi, j'attendais qu'on vienne me délivrer. Et c'est le 2e jour ou le 3e jour qu'on vient me chercher en me disant le PF, on le nommait PF, le président fondateur, veut te voir. En Makala, donc en prison, prison centrale. Le directeur de la prison centrale vient me chercher avec des militaires de Mobutu pour m'amener à la résidence de Mobutu, ça s'appelait Palais des Marbres. Et c'est là où je ne sais pas comment le nommer, la détresse, non, c'est pas l'adresse. C'est là où j'ai commencé à souffrir. C'est-à-dire, la souffrance n'a pas de nom. Il y a Muriel qui connaît le nom de la souffrance. Donc, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas comment tu t'appelles. Tu ne sais pas qui tu es. Mais je savais. Je savais que j'étais l'enfant de mon père et ma mère. C'est tout. Et là, il me demandera, lui-même, le président fondateur, PF, Mobutu,
Il me demandera de témoigner, de dire quelque chose par rapport aux 13 parlementaires, par rapport au ministre qui est parti du Congo à la Belgique, vers la Belgique pour demander l'asile politique, qui s'appelait Mungulu Diaka. Que moi j'étais secrétaire particulier de Mungulu Diaka, me demander ce que je savais de lui, ce que je savais de leur organisation. Mais je n'étais qu'un enfant. Je travaillais, moi. Je ne savais pas ce que c'était quand ils faisaient les réunions. Mais les réunions, ça se faisait toujours chez nous. Il y avait des réunions qui se faisaient, enfin, chez nous, entre guillemets, chez mon frère, chez mon demi-frère. Il y avait des réunions qui se passaient. Mais de quelle réunion vous voulez savoir? Il me dit, il y a les réunions pour me destituer, pour faire un coup d'État. Et moi, je lui ai répondu tout simplement que je ne savais rien du tout. De tout ce qu'il me demandait, il me posait comme question, je disais je ne savais rien du tout parce qu'effectivement, je ne savais rien du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il me dira, mais puisque tu ne sais pas, de toute façon, tu dois savoir. Ton frère est devenu ministre, il avait 25 ans. Toi, tu as 25 ans, tu peux devenir aussi ministre. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir ministre? Tu n'as qu'à dire. Tu n'as qu'à dire, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu n'as qu'à signer ici. Regarde, on a déjà préparé les papiers, tu n'as qu'à signer. Je dis, je ne signe rien du tout parce que je ne sais pas. Effectivement. Et il me dit, ces jours-là, il m'a dit, puisque tu ne veux pas dénoncer, tu ne veux pas dire, tu ne veux pas accepter ce que je dis, à partir d'aujourd'hui, tu paieras tout ce que tu demanderas. Puisque tu es en prison de toute façon, tout ce que tu demanderas, tu le paieras avec ton corps. Mais je n'ai pas compris. Quelque temps après, je n'ai pas compris comment ça s'est passé, et je me suis retrouvée en train d'être violée par lui-même. Le mot viol, je l'ai appris dans le cabinet de mon médecin. Parce que c'est que le main des hommes, d'un homme que je respectais, parce qu'il était dans l'entourage, c'est que ces mains-là ont fait à une jeune fille. C'était incroyable. Incroyable. J'étais en division, j'étais en dissociation. Ce sont des mots que j'ai appris, mais moi, en swahili, dans ma langue maternelle, on dit tu n'es plus. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, et après, je me suis débattue quand même, je me suis débattue. Et après, il a appelé ses conseillers que je connaissais. Ce sont des gens que je connaissais, des gens que je côtoyais. Et il leur a donné l'ordre de tout ce qu'elle demandera. Elle le payera avec son corps. C'est un ordre. Moi, j'ai terminé aujourd'hui et vous continuerez. Et c'est ce que j'ai vécu pendant 3 mois. Par, entre guillemets, chance, je suis tombée gravement malade en prison. Et j'avais comme médecin, je vais vous dire la vérité, et mon médecin d'ailleurs ne croyait pas ses oreilles quand je lui avais dit le médecin légiste. Elle a dit non, le médecin de la prison. Je dis non, le médecin légiste, c'est le médecin légiste qui venait nous soigner. Et surtout moi, quand j'étais malade, j'avais la typhoïde, j'avais la malaria, j'ai somatisé, et je n'avais pas droit aux visites. Et moi qui pensais que j'étais entourée de gens haut placés de la politique haut placée. Mobutu, c'est la politique haut placée. Moi, je ne vois pas qui peut égaler Mobutu aujourd'hui dans ce monde. Haut placé, je pensais que je n'allais même pas faire 2 jours, 3 jours en prison. Mais c'est lui-même qui me dit, tu paieras avec ton corps. Et c'est à partir de ces jours-là, quand je suis tombée malade, mais avant de tomber malade, c'était chaque jour que Dieu a fait, à minuit, juste, les directeurs de la prison venaient me chercher. Il y avait des gens qui m'attendaient dehors, il y avait des jeeps, il y avait
une voiture qui m'amenait au Palais de Marbre, ou qui m'amenait dans les bureaux, ou qui m'amenait au bord de notre fleuve Congo. Ils ont des bureaux là-bas, où ils voulaient m'amener. Et c'était pour me violer. Ça aussi, c'est un mot que je n'acceptais pas, que je ne voulais pas dire. Aujourd'hui, je le dis facilement. C'est une victoire qui me faisait ce qu'il voulait me faire. C'est que je vous ai même, j'ai oublié de vous dire, qui m'a choqué, que j'ai dit à mon médecin, qui est la première fois que j'ai dit à mon médecin que Mobutu m'a même interdit de me laver après m'avoir violée. La première des choses que j'ai demandé après je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Je lui ai dit, est-ce que je peux me laver? Il a dit, non, que tu ne dois pas te laver. Et en prison, c'est difficile de se laver, même la nuit, parce que tu vas marcher dans n'importe quoi. C'est vraiment la prison que le Belge ont laissé il y a belle lurette. Donc, voilà, j'ai été violée, comme les conseillers voulaient. Des fois, ils me bâillonnaient, des fois, ils me ligotaient parce que je me débattais, parce que je ne me laissais pas faire. À un moment donné, il y a un pasteur qui est passé il passait le dimanche faire la prière et exhorter. Et moi, je voulais aussi y aller. Il m'a dit, non, 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 non. Toi, il ne faut pas venir, écouter parce que c'est interdit. Tu es la prisonnière spéciale du PF. J'aurais des problèmes. Je n'ai pas compris. Le lendemain, l'autre dimanche, il est venu quand même. Parce qu'après, il m'a dit qu'il savait. Il savait que j'étais un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Et qu'il m'a quand même amené une Bible. La Bible. Il m'a amené la Bible. Que j'ai d'ailleurs montré à mon médecin. Que c'était ça qui m'a aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. Et il m'a dit, ne viens pas quand je viens donner la prière aux autres. Toi, tu peux lire ça, tout simplement. Parce que, tu sais, Mobutu, il travaille avec les contraires de la Bible. C'est ça, le contraire. Hein? Le contraire de la Bible. Et toi, si tu peux prier et demander à Dieu de travailler avec vraiment la parole, sa parole, parce que tu es injustement là. Si Mobutu, qui est un grand de grands, qu'on respecte, toute l'Afrique le respecte, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, partout on le respecte. Si toi, à ton âge, à 25 ans, une petite bout de femme, c'est ça, hein? Un petit bout de femme qui tient tête, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que moi, je te donne ça, et de ça, tu vas puiser ta force. Et j'ai commencé. Je veux juste vous dire que en prison de Makala, ceux qui sont du Congo, la prison de Makala n'a rien du tout. C'est-à-dire que si tu entres en prison, c'est un autre monde. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de... Tu vas apprendre quelque chose. Non, non, là, tu deviens esclave. C'est-à-dire que tu es en prison, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Mais moi-même, je n'avais même pas de dossier. J'étais en prison, et plus que ça, quoi. Et j'étais... j'étais en prison, là. Qu'est-ce que je voulais dire, d'ailleurs? Donc, oui, ça va. Oui. Tu veux qu'on passe Oui, oui, oui. Voilà, je vais me faire la porte-voix de Kinanda.
Ça, c'est ce que tu disais en premier. C'était ce qui paraissait le plus horrible, le plus terrible de ce que tu avais vécu. Ensuite, on t'a demandé, ton frère, t'a demandé d'effectuer des missions. Tu me dis, si je... T'as demandé d'effectuer des missions, où là aussi, on a en fait continué à te demander de vendre ton corps. C'est ça? Pour des missions. Mais ce n'était pas ce que tu voulais, ce n'était pas ton combat, ce n'était pas toi. Tu as réussi, tu as failli mourir plusieurs fois. Tu as réussi à partir de façon complètement extraordinaire, bon, on ne va pas faire le détail, et justement arriver en Belgique. Et puis, tu étais là, et comme tu dis, tu es restée divisée. Mais tu pensais être résiliente, tu pensais, voilà, mais tu n'étais pas toi-même. Il y avait quelque chose qui avait été totalement nié. Et puis un jour, il s'est passé une agression. Et dans un cadre où aussi tu te retrouvais un petit peu dans un système qui n'était pas le tien, où tu militais, mais ce n'était pas ton histoire non plus. Non. Et tu t'es retrouvé agressé à la place sans comprendre pourquoi. Et ça a tout réveillé. Et c'est à cette occasion qu'on s'est vus. Et du coup, on a commencé à travailler, à mettre des mots. Et petit à petit, on a mis des mots sur tout ce qui t'est arrivé. Et petit à petit, tu as pu dire des choses que tu n'avais jamais dites. Bien entendu, ce que vous venez d'entendre, mais que tu avais déjà dû dire pour obtenir le droit d'asile. Oui. Mais ensuite, c'est tout un système d'esclavagisme domestique et sexuel que tu as subi depuis toute petite. Tout ça, ça n'arrive pas comme ça. Et c'est ça, ça va ? C'est bien. Voilà. Et ce demi-frère qui, normalement, te tenait sous son épaule, c'est lui qui a organisé tout ça, qui a utilisé, instrumentalisé Kinanda, qui l'a violée à l'âge de 8 ans. 8 ans. À l'âge de 8 ans, continuellement. Oui. Qui t'a transformé en esclave. Oui. Et tu m'as décrit, tu m'as vraiment écrit tout ce que tu devais faire. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que comme elle était sous l'aile de ce grand politique, tout le monde considérait qu'elle était une grande privilégiée. Et là aussi, personne ne voulait voir et personne ne pouvait t'aider. Non, personne. Et puis, il t'a livré aussi, déjà. À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans, en fait, à 11 ans, Mobutu organisait des fêtes chez lui. Et il invitait tous les ministres et leurs femmes. Ce que j'ai appris après, j'ai appris en prison qu'il arrivait à posséder les femmes de ministres ou leurs enfants. C'est-à-dire qu'il demandait l'offrande de femmes et des enfants. Comme un don pour coucher. Et ou soit la femme, ou soit l'enfant qui est vierge. Et c'est là où il a demandé, mais donc mon frère a trouvé que j'étais la plus apte. Et il m'a offert sans que je le sache. Parce qu'on était partis à une fête, il nous invitait à des fêtes. Et à cette fête-là, c'est la fête des enfants, c'était l'anniversaire d'un enfant de Mobutu qui avait mon âge d'ailleurs. On était là. Et à un moment donné, je pense, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de travailler avec mon médecin. Je pense que je suis allée aux toilettes. Et puis après, je me suis retrouvée le soir dans mon lit, à la maison. Je n'ai pas compris. J'ai demandé à ma belle-sœur, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivée là? Elle a dit, ah, mais ton frère va t'expliquer. Tu nous as fait la honte de la famille. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et mon frère est venu dans la soirée et il m'a amené dans son bureau. Il a dit, mais vraiment, 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 tu dois te taire. Tu as fait la honte. C'est quelqu'un qui aime, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup parler le français comme il faut. Il faut me comprendre parce que c'est la langue dans laquelle on m'a fait du mal. Et lui, lui-même, il dit, je fignole le français plus que le français lui-même. Donc,
c'est encore pour moi. Alors il m'amène dans son bureau et il me dit, mais tu m'as fait la honte de ma vie. Tu as bu de l'alcool que les adultes ont laissé et tu t'es retrouvé par terre, on a dû t'amener vraiment, et moi c'est la honte. J'espère que je ne vais plus entendre ça de la bouche de qui que ce soit. Et voilà comment j'ai été pour la première fois. Et alors, petit à petit, on a déterré toutes ces horreurs qui ont pu être faites. Beaucoup étaient tombés dans l'amnésie. Tout est revenu petit à petit, jusqu'à ce que revienne même le fait que tu aies été confronté à un massacre, hein, que tu avais même pu oublier ce massacre, parce que justement, tu avais été envoyé pour y être tué, en mission pour y être tué. Et tout ce travail, hein, petit à petit, qui vraiment, un peu comme un travail d'archéologie, où petit à petit, toutes les choses remontent, bah, ça a un effet extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est extrêmement douloureux, mais enfin, la vérité est là. Et puis, c'est aussi, enfin, une justice qui est rendue à l'enfant que tu as été, à tout ce que tu as pu subir, à tout ce que tu as vécu, et surtout, aussi témoigner que toute cette dissociation, ça paraît bien, cette dissociation, c'est comme si les gens étaient résilientes. Tu chantais, tu comptais, tu souriais, tu étais extrêmement attentive aux autres, au service des autres, mais trop au service des autres, parce que les autres, enfin trop, c'est-à-dire dans un sens, c'était trop, et que tout le monde pouvait t'utiliser, tout le monde pouvait faire de toi, en fait, ce qu'il voulait. Et cette dissociation, ça génère une sorte d'anesthésie. C'est cette anesthésie émotionnelle qui fait que l'intolérable semble tolérable, puisqu'il y a cette anesthésie émotionnelle et physique. Intérieurement, on sait bien que ça ne va pas, mais je veux dire, et puis on peut même pas y réagir. Ça, on n'a pas la capacité d'y réagir. Et maintenant, voilà, on va se mettre debout, parce que vraiment, c'est un travail magnifique. Et puis, c'est aussi vous montrer à quel point on peut se remettre debout, être vraiment dans sa vérité par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'une justice soit rendue, même si elle se fait, là pour l'instant, qu'à l'intérieur de mon cabinet. Mais c'est même si elle se fait que là, enfin, je pense que c'est essentiel. Voilà. Et c'est pour vous montrer aussi la force que peut avoir justement ce travail sur la mémoire traumatique et sur la vérité, une force de justice, une force de vérité, une force humaine extraordinaire. Enfin, tout à fait, voilà, tout à fait. Je voulais juste rajouter que quand j'ai commencé la thérapie en 2012 avec Muriel, et il y a eu quelque chose qui s'est vraiment ouvert en moi. Et vraiment, je me sentais exister en ce moment-là. Je me sentais vraiment exister. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment de l'ordre de Dieu, de la transcendance, disons. de l'homme, de l'humain. C'est que je suis née à Bukavu. Ma mère est du Kivu, là où se passe le massacre de Panzi. Et par hasard, une année après, j'annonce à Muriel, oui, je vais aller au Congo depuis que j'ai quitté le Congo. Je vais aller au Congo et à Bukavu. Muriel me dit, mais comment tu vas faire? Je dis, oui, je vais passer par le Rwanda. Je vais passer par le Rwanda, je pense que je vais entrer chez moi. Je sais comment y passer. Je connais la façon de faire de Congo, de politiciens. Je voudrais aller chez moi. C'est là où je suis allée au Congo et je suis allée à Bukavu et je suis allée à Panzi. Je suis allée voir le docteur Mukwege. J'ai parlé avec les femmes victimes de violences. Et je leur ai dit, vous savez,
C'est vrai que c'est fort, c'est vrai que c'est incroyable, c'est pas nommable. Mais aujourd'hui, vous avez docteur Mukwege. Et moi, je n'avais personne. Personne, parce que même ceux de ma famille, vous voyez tout, mais ne voulaient pas voir. Parlaient peut-être dans leur cœur, mais ne voulaient rien dire. Mon frère, il me disait même de ne pas descendre vers les autres parce que les autres, c'était ceux qui votaient pour lui. Comment on les appelle? Les électeurs. Il ne faut pas que j'aille raconter de n'importe quoi chez les électeurs parce que il faut que je reste à ses côtés, à lui, pour pouvoir être à son service. Et voilà. Donc, j'ai été chez moi et je suis allée dans mon village qui s'appelle Nyangezi. Et c'est là où j'ai touché la terre de chez moi. J'ai parlé avec les arrières de ma maman. Et je suis née là. Et c'est là où j'ai amené aussi avec moi Muriel. Je leur ai parlé de Muriel. J'ai pris les flyers, les brochures de Muriel. Et je leur... Merci. 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 Et je leur ai donné en leur disant, il y a des gens bien. Même chez les Blancs, il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Même chez les Blancs. Il y a des gens bien. Voilà, merci, merci. Et le plus beau, un des plus beaux compliments que tu m'as fait, tu m'as dit, mais t'es comme une noire. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une noire en fait. Et moi, à travers elle, je suis une blanche. Voilà. Comme ça, moi. C'est l'universalité. Et c'est pour vous dire, merci beaucoup pour Kinanda, c'est pour vous dire l'universalité de tous ces symptômes. C'est universel. Et on retrouve toujours les mêmes mécanismes, on retrouve toujours tout. Et c'est pour faire ce lien entre viol de guerre, viol politique, viol à l'intérieur des familles, toute cette entreprise de destruction, et qui passe aussi par la destruction de l'identité, puisqu'on a changé ta date de naissance, on t'a changé ton nom, enfin, je veux dire, voilà, c'est cette volonté de réduire... Voilà, on t'a attribué un enfant, cette volonté de vraiment détruire l'identité de la personne. Eh bien, c'est raté. Ils ont raté. Et ça, c'est super quand même. Voilà.